Bonjour et bienvenue sur l'épisode numéro 8. Alors, on a vu un peu la théorie sur les paramètres, et ben maintenant on va passer à la pratique. On va démarrer le sujet des paramètres. On va tout bêtement créer la classe. On va déjà commencer à créer la classe, ou l'objet, hein, c'est comme vous voulez. Donc on va créer la classe dans un premier temps. Ensuite, on va créer toute la partie commentaires, parce qu'il y a des choses à dire. Après, on va commencer à créer des constantes pour définir un petit peu tout ce qu'on a vu, donc les types de paramètres qu'on va devoir gérer. Ensuite, quand on aura fait ça, on va commencer par faire la config, donc configurer la classe. Alors, je vous passe les détails de toute la partie private, vous savez, la partie prototypage, ça sera dedans, hein, bien sûr. Maintenant, vous allez commencer un peu à être habitué, donc on va laisser ça de côté. Après avoir fait le config, on va aussi faire des préparations des différentes fonctions qu'on va avoir besoin. Et puis, on va intégrer ça tout simplement dans le code de Darwin. Donc ça va être assez facile. L'intégration, c'est créer l'objet et puis appeler le config. On va enrichir aussi, vous savez, la bibliothèque des outils, donc le tool. On va ajouter 2-3 bricoles pour aider la config et puis aussi l'améliorer. Et on va profiter justement de faire ces améliorations pour, comment dire, pour modifier en fait d'une part, donc j'ai dit le tool, on va aussi modifier le log. Pourquoi? Parce que on va ajouter à la fin de la mise sous tension du robot un contrôle du contexte. Ça, c'est très important et on va voir que on va l'améliorer au fil de l'eau. Pourquoi? Parce que quand l'utilisateur va lancer le robot, donc que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il aura une information du contexte pour savoir déjà si le robot est dans un environnement qui est propice au bon fonctionnement ou s'il a des problèmes. Donc ça, on va commencer, ce sera le début, on va l'améliorer, vous allez voir, après petit à petit. Voilà, donc ça c'est le contenu de l'épisode 8. Il n'y aura pas de test, si on va faire des tests pour le contexte essentiellement. Voilà. Et puis voilà, donc à tout de suite. Bon, allez, on va démarrer donc sur la création d'un objet très particulier. C'est un objet donc qui va regrouper l'ensemble des paramètres du robot de trading de façon, on va dire, automatique. En fait, c'est un fichier extérieur qui sera lu régulièrement par le robot et suivant les informations qui sont dans ce fichier, en fait, on va pouvoir paramétrer le robot de façon quasiment automatique. Alors, on va déjà commencer. Alors, vous verrez qu'il y a pas mal d'épisodes sur ce sujet parce que c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Alors, on n'est pas encore sur la stratégie, mais on y arrive petit à petit, vous inquiétez pas, hein. Il y a pas mal d'épisodes, mais je peux pas non plus tout vous donner d'un coup, ça serait ridicule en fait, ça vous servira à rien. Donc là, je vais créer tout bêtement une nouvelle classe, donc un nouvel objet. Donc je fais fichier, mais maintenant vous connaissez, hein. On fait nouveau, nouveau, on fait donc une classe. Voilà. Alors le nom de la classe, on va l'appeler ses paramètres, paramètres. Voilà, dans le fichier paramètres, effectivement. Alors pas dans expert, justement, c'est pas là que je veux le mettre. Mais on verra, c'est pas grave. On verra ça, public oui. Bon là pareil, hein, comme d'habitude, auteur et lien, vous laissez, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà, ça c'est le début, donc notre objet, donc comme je vous fais d'habitude, on vire tout ce qui n'est pas nécessaire. Et je vais commencer déjà par l'entête. L'entête, surtout dans cet objet-là, est vraiment hyper important parce que ça va lister tous les paramètres en fait que cet objet va gérer. Et c'est vraiment super important. Alors, comme d'habitude, hein, là j'ai mon fichier fini en fait qui est sur la gauche, donc et là on travaille sur votre vidéo, enfin sur la vidéo. Je vais faire du copier-coller, mais vous inquiétez pas, on va voir les choses les unes après les autres. Donc l'objet paramètre, hop, j'efface ça. On va commencer par dire, donc effectivement c'est la lecture des données d'un fichier qui s'appelle param.dta, dta comme data, hein, comme données si vous préférez. Voilà, ça c'est important. Alors, à quoi va servir ce fichier? Eh bien ce fichier, il va servir à récupérer les données du fichier de paramètres pour, entre autres, les horaires de trading,
On va pouvoir lui paramétrer quand le robot peut ou ne pas gérer sa stratégie, quand il doit ouvrir les positions, quand il doit les fermer, quand il doit tout clôturer, enfin, toutes ces petites choses-là, on va pouvoir lui dire. On va aussi, et ça c'est super méga important, lui indiquer les news. Donc toutes les news économiques qui vont arriver dans le futur, on va pouvoir lui dire. On va pouvoir lui dire avec différents paramètres, on verra tout à l'heure, sur entre autres l'importance et l'heure, en fait, la date et l'heure de la news. Parce que comme ça, moi, le robot, il saura quoi faire si jamais vous avez mis un truc en particulier autour de cette news-là. Et puis aussi tous les paramètres de money management pour gérer le niveau de perte totale, par exemple, le niveau de risque des positions. Et puis, alors après, j'ouvre une parenthèse, mais ce que je vous montre là, c'est déjà assez conséquent, mais vous pourrez en rajouter autant que vous voudrez, ça pose aucun problème. Je vais faire quelque chose qui est assez modulaire, et du coup, vous pourrez franchement ajouter ce que vous voulez. Tout dépend de votre stratégie, de ce que vous voulez que votre robot gère derrière. Et puis si vous voulez un truc un peu particulier, pareil, hein, dans la description, vous me faites une demande, ou sur mon site internet, pareil, le lien dans la description. Franchement, allez-y, hein, ça serait couillon de rester complètement seul devant son PC, c'est pas le but, hein, c'est vraiment pas le but. Donc là, j'ai commencé à écrire un commentaire qui dit « Le fichier peut contenir les lignes suivantes ». Ah, et bien on va commencer. Alors, on va commencer par le plus, je vais dire le plus compliqué, c'est les news. Donc là, j'avais prévu le marché, la date, l'heure, l'impact évidemment, et une zone de sécurité. C'est-à-dire qu'on peut dire, la news, effectivement, on sait quand elle arrive, mais on peut avoir une zone avant et une zone après, où on peut dire, quand tu arrives sur cette zone-là, soit le robot va faire quelque chose, soit il va couper toutes les positions gagnantes ou perdantes, par exemple, soit il va commencer à trader, pourquoi pas, si vous faites une stratégie sur les news. C'est vous qui voyez. Je vous cache pas que là j'ai mis le marché, c'est parce que j'ai récupéré en fait un système de news automatique que j'avais, qui gérait le marché. Donc le marché, c'est par exemple la zone euro, la zone US, Canada, Australie et tout ça. Là, il n'y a pas trop de sens. D'ailleurs, je vais le virer, hein, dans la vidéo qui vont gérer ça, les news, en fait, ce truc-là va virer. Donc je préfère le faire directement. C'est pas la peine d'avoir un truc qui sert à rien. Alors pourquoi ça sert à rien? Parce que votre robot, il va être activé sur un marché. Donc vous savez dorénavant que votre robot va travailler sur un marché en particulier. Donc c'est pas la peine de lui indiquer un marché, ça va complexifier le traitement pour rien en fait. Donc là, vous mettrez que dans ce fichier paramètres les news qui vous concernent, qui concernent le marché sur lequel le robot travaille. Ensuite, on a différentes choses. On va commencer par celle-ci. Alors celle-ci, c'est quoi? Alors c'est un peu anglais parce que c'est plus court dans les paramètres. Le day start et le day end. Alors ça veut dire le début d'analyse, enfin comment dire, le début de travail de votre stratégie et la fin de travail. Par exemple, si vous voulez que votre stratégie travaille de 8h du matin à 19h, vous mettrez 8h, 19h. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça veut dire qu'en dehors de cette période-là, votre stratégie tournera, hein, certes, mais elle ne fera rien, elle ne déclenchera rien. Ça, c'est important. Par exemple, quand vous voulez travailler sur un marché volatile, vous ne faites pas une stratégie qui tourne quand le marché est fermé, ça n'a pas de sens. Ensuite, j'ai deux informations aussi assez importantes, c'est les coupures de position. Alors, il y a deux styles de coupure de position. Si vous faites du day trading par exemple, vous arrivez en fin de journée, vous coupez vos positions. Là, vous lui dites à quelle heure les ordres de coupure seront effectués. Ça, c'est si vous faites du day trading. Le day trading, je vous rappelle, hein, c'est quand vous avez des ordres mais qui ne travaillent que dans la journée. Et en fin de journée, on coupe, ça évite les rollovers, les swaps et tout le bordel qu'il y a derrière. Et puis, il y a un autre traitement, c'est le all cut. Ça, c'est une date précise. Par exemple, si vous voulez que le vendredi à 19h, tous les ordres soient fermés, alors c'est pas pour les day traders, c'est plutôt pour les swings, à ce moment-là, vous lui dites, là, à cette date-là et à cette heure-là, tu couperas tout.
Voilà. Comme ça, avec ça, on a deux manières de travailler. La manière des day traders, enfin pour les styles qui ont le day trading, et puis ceux qui font du swing ou un peu plus large, effectivement, où ils veulent vraiment, par exemple, coupure avant des dates très précises, par exemple, je sais pas moi, les élections américaines, enfin différents trucs qui sont vraiment trop dangereux en fait et trop impactants pour votre stratégie. Là, vous lui dites à telle date, à telle heure, on coupe tout. Il y a aussi autre chose, c'est un peu le dernier sujet qui parle au niveau des dates et des horaires, c'est le off. Le off, c'est clair, c'est une journée off, une journée où la stratégie, le robot ne fera rien. Attention, rien au niveau déclenchement. C'est-à-dire que le robot ne va pas déclencher une nouvelle opportunité. Il ne va pas ouvrir une nouvelle position. Ça ne veut pas dire que les positions qui sont en cours auront été fermées. C'est pas ça. Ça, c'est autre chose. La fermeture, on a vu au-dessus. Là, c'est juste que aucune nouvelle opportunité sera déclenchée. Ça, c'est toutes les informations qui peuvent être liées aux dates. Si vous en avez d'autres, pareil, hein, la description, allez-y, franchement, moi, ça m'est utile et ça me sert et ça me sert très très bien. Et j'ai pas vu d'autres intérêts dans d'autres dates. Ensuite, on va attaquer le money management. Alors le money management, alors ça c'est moi, peut-être que vous aurez d'autres besoins. Moi, je calcule toujours mes positions par rapport à un niveau de risque. Certains traders ont une taille de lot fixe. Moi, je gère pas ça. Moi, je gère par rapport à ma position d'entrée, à ma taille de stop, et là, je calcule un pourcentage de risque, et c'est ça qui va définir ma taille de position. Si pareil, si vous voulez autre chose, on verra, on aura largement l'occasion de voir qu'on peut ajouter, par exemple, une sélection risque ou position fixe, avec après une taille de position. Ça peut le faire. Ensuite, on a deux choses qui, moi, je les ai mis dans mon indicateur qui s'appelle Mama, que je vends sur mon site internet. C'est la taille de perte maxi dans la journée et la taille de perte maxi dans la semaine. On pourrait aussi faire au mois, tout ça, mais bon, comme je suis plutôt un day trader, moi ça va très très bien. Donc là c'est simple, alors la valeur ici est un pourcentage. C'est qu'en fait le robot va calculer le montant du capital en début de journée et vérifier qu'on n'est pas en train de perdre, je sais pas moi, plus de 2% dans la journée. Et à ce moment-là, le robot, alors attention, ça c'est optionnel. Après, c'est vous, dans votre robot, vous pourrez dire si le taux de perte est plus grand que ce que le paramètre a indiqué, que faites-vous? Est-ce que vous fermez toutes les positions perdantes? Vous laissez les gagnantes? Est-ce que vous fermez toutes les positions? Est-ce que vous fermez les gagnantes, pas les perdantes? Bon, après, c'est vous qui voyez. Ensuite, j'ai autre chose. Je l'ai mis, moi je gère pas beaucoup, mais ça peut toujours être utile, la taille de trading stop. Vous savez qu'un trailing stop, c'est un stop qui a une position fixe et qui s'adapte en fonction du montant actuel du marché. Et donc si le marché monte, en fait, votre taille de stop enfin votre position de stop va monter. Si le marché, on va le laisser un peu respirer. S'il monte, il va monter, etc., etc. C'est à voir. Je l'ai mis parce que c'est toujours intéressant et puis il y a des stratégies qui utilisent ce genre de trading stop. Donc voilà, ce sera à vous de voir. Ensuite, il y a deux choses. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté il n'y a pas très longtemps. Puis là, dans la vidéo, j'en profite, je le mets. C'est le stop et le go. Quand vous avez un fichier de paramètres, comme en fait ce fichier va être lu régulièrement, on peut vouloir carrément indiquer au robot, là, tu t'arrêtes. C'est pas dans les paramètres, c'est juste une commande. C'est plutôt une commande. Dans votre fichier, il va lire tous les paramètres, il va tomber sur stop. Le robot, automatiquement, il va arrêter toutes ses activités. Quand je dis activité, je parle toujours de la détection des nouvelles stratégies. Les ordres ouverts, il ne va pas arrêter. Ça, il y a du cut, il y a du off et tout ça. Et puis, si vous voulez le relancer, vous refaites un fichier de paramètres dans lequel vous supprimez le stop, évidemment, et vous mettez Go. Et le robot va redémarrer.
il va redémarrer en prenant en compte tous les autres paramètres, évidemment. Par exemple, s'il redémarre alors qu'il est dans une période de temps où il n'est pas censé détecter de nouvelles opportunités, il va rien faire. Par contre, s'il est dans une période où il peut détecter des nouvelles opportunités et qu'il en trouve une, là, il va l'activer. Ça me permet en fait de commander l'activité quasiment directement du robot. De toute façon, c'était ça où je mettais un bouton sur l'écran, il fallait gérer un graphique, enfin bon, c'était pas forcément top. Puis quand on est à distance, c'est pas forcément génial. Ensuite, alors, j'aimerais pouvoir limiter les paramètres quand on lance le robot. Donc du coup, pour gérer le niveau de log, par exemple, si vous avez les niveaux de log, c'est quand on veut avoir les types des messages pour les erreurs, les warnings, les informations ou les informations de debug, ben, on pourra aussi le commander par ce fichier de paramètres. C'est un paramètre quelque part du robot. Et puis tant qu'on y est, dernièrement on a fait les alertes, et bien moi je rajoute aussi un moyen de piloter les alertes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire, bah, écoute, à partir de ce fichier de paramètres, quand tu vas le lire, bah, tu sais que les textes, tu ne vas pas les envoyer. Par contre, les notifications et le son, tu vas le faire. Voilà. Alors, on verra, j'ai d'autres paramètres qui vont arriver derrière, parce que j'ai pensé à un truc pour afficher des attributs. Je vous spoil un peu, mais ça va être génial. C'est très graphique, et puis ça va nous aider, et puis on va du coup le piloter aussi. Mais bon, pour l'instant, il y a déjà du boulot avec ça. Là, je vais rajouter plein de petits commentaires qu'on va voir ensemble. Voilà. Alors, dans tous les paramètres qu'on a vus ici, il faut savoir que le news, on peut en avoir plusieurs. On peut anticiper plusieurs nouvelles économiques dans la semaine ou dans le mois à venir. Donc forcément, on va pouvoir en avoir plusieurs. Ça, c'est important pour dimensionner les variables. Le off, pareil, c'est la journée où on ne fait rien. Ben, on peut en anticiper plusieurs à l'avance. Par exemple, les jours fériés où la bourse est fermée, là c'est une journée off, on n'est même pas, ben, il n'y aura pas de volatilité, c'est dangereux de trader sur un marché non volatile. Et pareil pour les coupures, pour anticiper les jours, on va tout couper. Par exemple, en début de mois, vous pouvez dire, programmer tous les vendredis du mois à venir ou des 2 mois à venir, pour dire tous les vendredis à cette date-là, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, surtout pour, comme je vous ai dit, dimensionner les variables et les formater, les créer. Ensuite, j'ai dit que pour tous les autres paramètres, c'est le dernier lu qui a raison. Par exemple, si vous avez dans un fichier de paramètres un stop et après un go, ben, c'est le go qui sera pris en compte. Si vous avez si vous avez par exemple un trailing stop, au début vous dites 20 points, et plus loin dans le fichier vous avez mis trailing stop 10 points, c'est le dernier qui aura raison, etc. Ça c'est important de le savoir aussi. Parce qu'il n'y a pas d'historisation, enfin, ça serait ridicule d'ailleurs d'indiquer par exemple 2 heures de démarrage dans la journée. Alors ridicule peut-être pas, c'est à vous de voir aussi. Peut-être que vous avez des marchés où vous voulez travailler sur 2 périodes horaires dans la même journée. Bon, là, il faudra adapter les paramètres. Alors ensuite, j'indique bien que les logs vont lister les erreurs et les informations de ce fichier, de la lecture des fichiers des paramètres. Ça, on va en avoir pas mal, ça va être sympa. Et puis après, tous les petits champs ici, la date, l'heure, l'impact, sécurité, j'ai indiqué le format qu'on va devoir mettre dans le fichier de lecture, dans le fichier param.dta. Donc j'indique les formats, bon, pour la date, pour les heures, pour les valeurs, quand on a un format avec des virgules, par exemple pour tout ce qui est le niveau de risque, ça sera du pourcentage, on pourra faire du 0,1%, pourquoi pas, donc ça sera 0,1. Les sécurités, c'est un nombre de secondes, je crois. Ouais, pour les news, c'est en secondes, et pour le trailing stop, c'est un nombre de points. Et les impacts, ben, pour les news, c'est 0, 1, 2, 3, avec bien sûr le niveau derrière, enfin on associe 0 pour aucun impact jusqu'à 3 qui est l'impact majeur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le texte, le son, notification, enfin toutes les sélections oui, non ou vrai, faux, ça sera 0, non, donc pas sélectionné, et 1, on sélectionne. Normalement, vous avez toutes les informations ici pour comprendre comment formater le fichier des paramètres. Mais vous inquiétez pas, on fera des essais, il n'y a aucun problème. Voilà, tout ça c'est le commentaire. Ensuite, j'ajoute encore des petites choses, parce que j'ai des choses à dire. Donc,
on va appeler la lecture des paramètres de façon cyclique, de façon régulière. Pourquoi? Parce que, alors je sais pas quand, mais je crois que c'est toutes les minutes, ou ouais, toutes les minutes, je crois. Toutes les minutes, on va regarder le fichier des paramètres. Si le fichier a été modifié, à ce moment-là, on va le lire. Si le fichier n'a pas été modifié, on ignore et on continue avec les paramètres en cours. Analyse du fichier à intervalles définis. Et puis l'historique, alors ça, c'est ce que j'ai rajouté dernièrement. Si vous allez sur le site internet pour télécharger tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, vous avez un historique de toutes les évolutions du fichier. Voilà, ça je l'ai rajouté. Je ne faisais pas jusqu'à présent, mais maintenant j'ai rajouté. Et bien ensuite, on va ajouter des constantes. Alors, des constantes qui sont propres à la classe. Je fais comme ça. Alors la première constante, on va lui définir en dur le nom du fichier. On commence par lui donner le nom du fichier, param.dta. Alors toujours pareil, hein, j'ai mes règles de nommage, donc K c'est pour les constantes, underscore, pour éviter d'avoir des constantes avec le même nom entre mes différents objets, je mets aussi toujours le nom de la classe qui contient cette constante. Donc là, le cParameter, enfin cParamètre, et puis après le nom de la valeur. Ensuite, je lui indique la période de vérification. Alors c'est en minutes, donc toutes les minutes, je vais vérifier le fichier de paramètres. Ça, c'est très bien parce que si vous avez par exemple pas forcément besoin de vérifier les paramètres régulièrement, vous avez 10, 15, 60 pour une heure par exemple, ça marche très très bien. Ce qu'il faut voir, c'est que si vous avez par exemple pour le stop et le go, on veut arrêter l'activité du robot sans couper le robot, hein, c'est pas le but. À ce moment-là, le côté des minutes, c'est pas mal parce que vous avez un temps de réaction quand même qui est assez rapide. Donc ça me paraît pas mal de faire la minute. En plus, ça vous changera quasiment rien au niveau de la charge. Et ensuite, je vais reprendre l'intégralité des commentaires et je vais créer donc des informations qui reprend en fait ce qu'on a vu ici là. Les news, des stars, des end et tout ça, on les retrouve là. Donc là, c'est sous forme de commentaires, de constantes, avec ici le texte qu'on s'attend à lire. Donc ça, ça veut dire que dans le fichier de paramètres, il faudra exactement avoir ces termes-là pour que le paramètre soit pris en compte. Mais on va tout gérer, vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est les constantes. C'est très important. Enfin, gérer un logiciel, quand on a des valeurs, par exemple là, la période, ou les textes ou les noms des fichiers, généralement, faites en sorte de créer toujours des constantes. Évitez de mettre des valeurs en dur dans le code. Pourquoi? Parce que si un jour vous devez faire évoluer dans ce qu'on appelle la MCO, le maintien en condition opérationnelle, vous pouvez avoir besoin de modifier un paramètre pour soit faire évoluer votre produit ou corriger une erreur. Si vous mettez carrément vos données en dur dans le code, et que vous avez des milliers de lignes de code, vous allez devoir relire l'ensemble de votre code pour chercher où est utilisée telle valeur. Alors qu'une constante, vous le changez à un seul endroit, et automatiquement c'est pris en compte. Bon, si on peut s'arranger la vie, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, vous connaissez ma manière d'écrire, hein, donc je définis une classe avec un petit commentaire dans lequel je trouve les données privées. Bon, je fais ma tambouille, hein, vous connaissez un peu le bonhomme maintenant, donc ça ne vous surprend pas. Et les données publiques juste derrière avec un petit commentaire, parce que j'adore ça. Donc là, on a ça, on va le bouger un peu ici. Voilà. Alors là, donc on a le constructeur, le destructeur, et ensuite on va voir un peu les différentes fonctions. On va commencer par une fonction toute simple, c'est la configuration. D'ailleurs, dans quasiment tous mes objets, de toute façon, on a toujours un truc de configuration. Certaines personnes, quand ils travaillent sur des objets, vraiment de la façon codeur C++ objet, hein, c'est le constructeur qui
contient les paramètres. Parce que quand on fait un objet, généralement, on crée une nouvelle instance. On fait un new, ce qu'on appelle un new, on crée une instance de l'objet qui contient une configuration. Et donc c'est quand on fait le new objet entre parenthèses et on rentre des paramètres. C'est vraiment la configuration de l'objet que l'on crée. Ça, c'est très très bien. Moi, comme j'ai travaillé dans beaucoup d'environnements, souvent ce qu'on appelle embarqués, on n'a pas le droit de faire de l'allocation dynamique, donc de gérer la mémoire comme ça et le faire évoluer en fonction du besoin du logiciel. C'est toujours du statique. Donc on crée quelque chose et on n'y revient plus. C'est pour ça que là, dans mes codes, je fais pas des objets avec des new, des delete, enfin bon, ce que vous pouvez connaître si vous connaissez un peu le C++. C'est des risques que j'évite de prendre. Bon, allez, j'arrête de raconter ma vie. Donc là, le config, qu'est-ce qu'on va configurer? On va configurer le nom du répertoire. Le nom du répertoire où on va trouver le fichier des paramètres. Comme on a fait pour les logs, comme on a fait pour tout ce qu'on va utiliser d'ailleurs avec des gestions de fichiers. Et puis ici, on va lui indiquer aussi le temps d'intervalle de vérification du fichier. Donc là, on va par défaut, vous voyez, par défaut, je lui rentre la période mini qu'on a configurée dans les constantes. Ça veut dire que si vous mettez 10, ben en fait, on prendra 10 comme 10 minutes d'intervalle. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, là, pour gérer l'information, on verra tout à l'heure pourquoi, je rajoute une fonction pour récupérer le nom de fichier. Alors le getFileName, c'est vrai qu'à chaque fois je mets de l'anglais, je suis habitué à faire de l'anglais. Donc ça, c'est bon pour récupérer le nom du fichier, que l'on connaît quelque part, vu que c'est une constante, mais le robot n'est pas censé le connaître. C'est l'objet, c'est la classe qui connaît le nom du fichier, mais pas le robot. Vous le connaissez, mais pas le robot. Donc du coup, ça permet de récupérer ça. Et éventuellement, on verra si on met aussi le nom du répertoire complet pour avoir le chemin pour accéder à ce fichier, qui peut être très utile. Et puis, bien sûr, la dernière fonction, qui n'est pas des moindres, puisque celle-là, on va l'appeler régulièrement, c'est l'analyse du fichier. Avec ça, donc c'est là-dedans où on va attendre que la période soit passée pour dire je vérifie le fichier, modifiez pas, et s'il est modifié, je le lis. Et d'ailleurs, dans les données privées, on va rajouter une fonction aussi, qui est l'extraction des données. L'analyse du fichier, c'est vraiment le côté vraiment pure analyse. On regarde si le fichier a été modifié. S'il a été modifié, j'appelle la fonction interne qui est l'extraction des données. Deux choses différentes. Et puis, bon, bien sûr, dans les données privées aussi, je vais bien sûr mettre les variables, donc le nom du fichier, et puis la valeur de l'intervalle de temps, bien sûr, entre deux vérifications du fichier des paramètres. En fait, non, dans le filename, c'est bien le nom du fichier, mais avec le chemin complet. Donc en fait, ça sera une construction du nom du répertoire ici avec la constante. Et ça va nous aider surtout quand on lance le robot. Si vous fournissez le robot à quelqu'un par exemple, on va lui donner le nom complet pour accéder au fichier des paramètres. Sinon, vous vous rendez compte, le mec, il ne sait pas où c'est. Et on n'a pas tous connaissance de l'environnement MetaTrader. Donc ça, c'est important. Si, c'est très important. C'est bien le filename. Donc on reste comme ça. Passons maintenant aux fonctions. Alors, vous savez maintenant ma manière de travailler. Hop, c'est l'autiste qui travaille. On a donc tout le blabla autour du constructeur, autour du destructeur. Voilà. Bon, alors, et ici, moi, généralement, je mets des choses comme ça. Alors, pourquoi je fais ça? Attention, je vous dis un peu les choses. Je travaille, je suis en activité, hein, je suis salarié. Je travaille dans un dans un environnement où on fait des logiciels aussi. Je travaille avec trois ou quatre langages en même temps dans la journée, plus ce que je fais sur MetaTrader. Je vous dis pas la tête que j'ai, des mots de tête régulièrement. Et suivant les langages, suivant le niveau de criticité du langage, des fois on est obligé de mettre des paramètres et d'indiquer void pour dire qu'il n'y a pas de paramètres. MetaTrader, on peut ne pas le mettre, mais moi je préfère le faire. Voilà. Donc là, constructeur, destructeur, jusque là, pas de problème. Ensuite, on attaque sur la configuration.
Donc là, je reprends le prototypage quelque part qu'on a mis dans le plus haut, là, hein, je vous dis là, plus haut. Ici, voilà, config. Et ensuite, bah, écoutez, je vais carrément créer les coquilles vides pour le reste, hein, comme ça, ce sera fait. Le get field name, avec l'analyse du fichier derrière. Analyse fichier. Oui, return true. Alors pourquoi? Oui, non, bah, on verra. J'ai dit coquille vide. Je fais coquille vide. Et puis ensuite, la fonction privée qui va nous permettre d'extraire les données. Voilà. Donc là, c'est du blabla hein, à chaque fois. Alors moi, j'aime bien mettre les paramètres d'entrée, paramètres de sortie. C'est une information, ça peut être utile. La configuration, ça va ressembler, vous allez dire, étrangement à ce qu'on a déjà vu pour les logs. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un nom de folder en entrée et on va vérifier le nom du folder pour vérifier qu'il est bien cohérent, qu'il est bien écrit correctement avant de le valider. Donc pareil, je vais faire ça. Donc là, je crée une variable globale, une variable locale, pardon, qui va nous permettre d'extraire le paramètre dedans et de nettoyer la chaîne de caractères. C'est-à-dire qu'on va virer les espaces avant, après et tout ça. Ça permet d'avoir quelque chose de propre. Donc avec ça, ça veut dire que la variable locale, donc toujours L underscore pour local et I underscore pour interface, sera nettoyée, donc sera prête à être analysée pour vérifier si le nom qui est passé est vraiment un vrai nom de répertoire. Et justement, après, je fais la vérification du nom. Vous allez voir un petit changement par rapport à ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Au lieu de faire un traitement particulier, là, je me suis fait carrément une fonction contrôle non folder, qu'on verra dans les outils, dans un fichier outils, qui va vraiment contrôler de façon vraiment plus complète le nom du répertoire qu'on a passé. Donc, si le retour de cette fonction est négatif, c'est pour ça qu'on a mis un point d'exclamation, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai une erreur. Donc, on annule le nom du fichier, carrément, pour lui dire, bah, écoute, je ne sais pas utiliser le nom du répertoire, donc autant dire que le nom du fichier, c'est même pas la peine d'y compter, on ne l'a pas. Et puis, je crée un message d'erreur. C'est bien une erreur. Pourquoi? Parce que sans cette information-là, sans ce nom de répertoire cohérent, je ne peux pas construire le chemin pour aller au fichier de paramètres. Donc, je ne peux pas utiliser les paramètres. Donc, je ne peux pas configurer le robot. Donc, le robot devient inutilisable. Donc là, je crée une erreur et je retourne faux pour dire au robot donc, qui a appelé config, pour lui dire là, il y a une erreur, arrête tout, tu ne peux pas faire. Et puis, je dis dans quelle fonction, en fait, cette erreur a été détectée. Par contre, si je n'ai pas d'erreur, donc du else, bah à ce moment-là, je vais enregistrer dans notre variable locale le file name, donc le nom du fichier, qui contient donc le nom du répertoire plus la constante du nom du fichier qu'on va gérer. Avec ça, du coup, on a initialisé le mFileName. Donc mFileName, à la fin de ce traitement-là, il est forcément initialisé, soit à vide parce qu'il est inutilisable, ou avec le chemin complet. Ensuite, on va traiter le deuxième paramètre, l'intercheck. Donc là, c'est simple. Je vais quand même contrôler si la valeur est inférieure au minimum. Si c'est inférieur au minimum, alors c'est pas une erreur quelque part, c'est juste un warning parce que je sais que moi je vais lui imposer le temps minimum. Par exemple, si on fait intercheck à -10, -10 ça n'a pas de sens, je vais dire ok, tu as fait une connerie, je te le dis, mais t'inquiète, moi je te mets 1 minute, c'est le minimum que je puisse faire. Donc là, on impose la valeur d'intervalle à notre valeur minimum et je fais un warning qui indique, bah voilà, la période de vérif des paramètres est fixée à ça. Voilà. J'aurais pu même dire, vous avez choisi ça, mais je préfère vous dire que j'ai choisi ça. Bon voilà, vous mettez, après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous mettez le texte que vous voulez. Donc là, ici, vous allez voir quelque chose. Ça, c'est une valeur numérique. Alors que ça, c'est une chaîne de caractères. Si vous ne mettez pas ici votre integer toString, vous allez avoir un warning, voire des fois une erreur aussi, qui vous indique en fait vous avez une incompatibilité de type entre une chaîne de caractères et un nombre. Donc habituez-vous de convertir,
ça vous coûte rien. Ça vous coûte rien. Il faut bien savoir que ces instructions-là, ça vous coûte rien parce que même si, par exemple, l'application fait un warning à la compilation, il le fera. Il le fera, cette conversion. Donc, vaut mieux carrément mettre, carrément, enfin, lui dire clairement, tu me convertis ça et comme ça, on a des chaînes de caractères et on en fait une phrase. Comme ça, visuellement, vous voyez ce que vous faites plutôt que laisser le code faire et avoir des warnings. J'aime pas les warnings. Pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt, donc les warnings, autant les éviter. Et puis, parce que là, on l'a un petit peu engueulé parce qu'il a fait n'importe quoi, mais si jamais il a choisi un intervalle de 15 minutes, bah, à ce moment-là, on lui dit, ok, l'intervalle c'est de 15 minutes, il est libre de faire ce qu'il veut. Et puis à la fin, on retourne le résultat. Et le résultat, bah, si on est arrivé là, bah, c'est que le résultat est bon. Le seul cas où vraiment on avait une interdiction de continuer, c'était ici, où là on avait vraiment une erreur qui était bloquante. Donc là on est bon. On verra tout à l'heure hein, la fonction contrôle non folder et tout ça, vous inquiétez pas. Ensuite, on a le getFileName. Alors là, vous verrez à quoi ça sert dans une autre fonction. Soit le filename a été initialisé, donc soit il est renseigné avec quelque chose. Ça veut dire que effectivement, je peux fournir à la fonction le chemin complet du fichier. Ou bien il n'a pas été initialisé, ou bien il a été une erreur. À ce moment-là, on va renvoyer un texte très particulier. Donc là, je lui dis, si le filename est vide, à ce moment-là, je te retourne, attention, le fichier de paramètres n'est pas initialisé. Par contre, à ce moment-là, je lui dis, bah, s'il est vraiment renseigné, je lui dis, bah, tiens, bah, le voilà, fichier de paramètres, le voici. Alors là, j'ai mis aussi une autre fonction, qu'on va voir aussi tout à l'heure, le get répertoire file, avec le filename. Pourquoi? Parce que quand vous allez dire le folder, vous n'allez pas lui donner le chemin complet. Non, c'est un chemin qui va partir à partir de l'environnement de votre MetaTrader. C'est-à-dire qu'il va commencer tout le blabla, c'est deux points avec tous les trucs derrière. Mais lui, il connaît à partir de son MQL4. Je vous rappelle que votre environnement MetaTrader, c'est MQL4 et les répertoires derrière, ou MQL5 et les répertoires derrière. Le get répertoire filename va extraire le début du chemin de ces deux points jusqu'à ce répertoire. C'est important et on ne peut pas le faire de façon automatique parce que si vous faites votre robot classiquement, le chemin est à un endroit précis. Par contre, si vous le faites en backtest, le chemin sera différent. Donc là, dans cette fonction-là, dans le get répertoire file, on va vraiment travailler sur est-ce que je suis en backtest ou pas. Donc le chemin sera différent. Ne vous inquiétez pas, on va le voir. Hein. On va le voir. Ensuite, analyse fichier pour l'instant, parce que la vidéo va déjà prendre une durée infernale, on va faire vide pour l'instant. Et puis l'extrait de données, on verra après quand on fera ce travail-là. Je fais le plus vite possible, mais je dois vous expliquer plein de choses, donc je suis désolé si la vidéo est longue. Mais voilà, on fera des épisodes, ça va avancer. Voilà pour tout ce qui est ce fichier de paramètres. Donc on repart du début, on se fait un petit bilan rapide. Donc là, on a tout le blabla au début du fichier qui liste donc tous les paramètres qu'on va pouvoir lire et traiter. Ensuite, on a donc toutes les constantes qu'on va pouvoir donc traiter dans le logiciel. On a les fonctions, enfin la fonction privée extraction des données avec les deux variables. On a aussi les fonctions publiques. D'ailleurs, tiens, je viens de voir quelque chose qui est une hérésie, une bêtise. J'ai oublié d'initialiser les variables. Et ça, c'est pas bien. Allez, hop, on va mettre 0. De toute façon, après, il sera contrôlé. Il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça, on a initialisé. Parce que quand c'est pas initialisé, c'est pas top. Hein. Alors, le filename, il est à vide. Ça veut dire qu'il n'est pas initialisé d'origine. Et puis, l'intercheck à 0, il n'y a pas de problème. Certains compilateurs, je ne me suis jamais renseigné derrière avec MetaTrader, mais certains compilateurs, automatiquement, quand vous créez une variable, il met 0 dedans. C'est bien, quelque part, c'est très très bien. Mais si vous avez par exemple une valeur, enfin une variable dans laquelle 0 ou une chaîne vide a un sens, une utilité, par exemple quand vous faites des listes, des énumérés, des fois ça commence à 0.
Et 0 peut vouloir dire quelque chose. C'est important d'initialiser une valeur avec quelque chose que vous maîtrisez. Donc là, j'avais oublié ça, donc j'ai ajouté, c'est bon, ça sera corrigé pour les prochaines fois. Alors maintenant que le fichier est fait, on va le sauvegarder, donc sauvegarder comme, et on va le mettre dans, alors pas expert évidemment, mais plutôt dans MQL4 include Darwin, fichier de on l'ajoute avec les autres.